Bon, ben voilà, je vous propose qu'on commence. Les retardataires nous rejoindront au fur et à mesure et puis on ne va pas pénaliser ceux qui sont à l'heure. Ben je vous remercie de vous être connectés à cette visioconférence du pôle main de la clinique du Parc à Saint-Saulve. Le pôle main a maintenant un peu plus de 2 ans d'existence et il a été créé suite à la volonté de la clinique d'augmenter l'activité en chirurgie de la main, à la fois en termes d'activité froide, réglée et en termes d'activité d'urgence. Et donc depuis 2 ans, on s'est adjoint les docteurs Brunzels, Moest et Strano, et donc nous sommes actuellement une équipe de 4 chirurgiens de la main pour couvrir cette discipline de la manière la plus large possible. Alors, on va vous présenter un petit peu un panel de ce qu'on peut faire en termes de chirurgie de la main. Et j'ai commencé par céder la parole au docteur Kevin Brunzels, qui va parler d'une chose qu'on connaît tous et que vous connaissez également, qui est le canal carpien, le syndrome du canal carpien et son traitement. Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents à toutes et toutes. Je vous remercie d'être présents. Donc, je vais partager ma présentation. Donc, j'ai fait un petit PowerPoint qui reprend de manière assez rapide donc un petit récapitulatif de la pathologie du canal carpien. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous bien mon écran. Si ça passe dans le doux, vous voyez? Oui, mais mettons un diaporama. D'accord, je me mets en diaporama. Hop, comme ça passe. Voilà. Donc, je voulais vous aborder comme thème ce soir donc, le syndrome du canal carpien, du diagnostic et le traitement. Alors, c'est une pathologie donc, qui reprend l'ensemble des signes fonctionnels liés à la souffrance du nerf médian au poignet par compression au niveau du canal carpien. Qu'est-ce que c'est le canal carpien? C'est un tunnel ostéofibreux, donc qui est composé du carpe en postérieur, le ligament annulaire au-dessus, ou aussi appelé rétinaculum des fléchisseurs, en antérieur. Il y a 9 tendons à l'intérieur, donc 4 tendons fléchisseurs superficiels, 4 profonds, et le long fléchisseur du pouce avec leur synovial qui peut gonfler et dégonfler en fonction de l'âge et l'activité. Le nerf médian, donc pour avoir une idée ici simple, le nerf médian est comprimé là en haut contre cette aponévrose avec le canal carpien et donc le carpe en dessous. Alors ces 9 tendons, eh bien, ils vont aller pousser le canal carpien et le canal carpien donc, est composé également de ses 7 branches sensitives et de sa branche motrice au niveau ténarien. La zone sensitive correspond à ce que vous voyez ici en rouge, donc les 4 premiers doigts de la main avec la moitié du 4e doigt et la face dorsale. C'est là que les patients se plaignent principalement de symptômes. Alors, en termes épidémiologiques, cette pathologie, c'est la plus fréquente au niveau neurologique. Elle touche entre 3 et 14% de la population en fonction de la façon dont on va chercher ce canal carpien, on va déterminer la présence ou l'absence. La prévalence homme-femme est quasiment similaire dans la population générale, mais avec des pics qui sont beaucoup plus importants pour les femmes à un moment précis. Entre 65 et 74 ans, on a quasiment 5 femmes pour un homme dans cette tranche d'âge. Des facteurs de risque qui ont été déterminés et reconnus. Et en France, particularité, avec même chose qu'avec les USA, eh bien, 1 personne sur 5 déclare cette pathologie en maladie professionnelle. 50% sont d'ailleurs reconnus comme étant maladie professionnelle. Alors, les facteurs de risque dont je vous parlais, eh bien, il y a l'obésité, avec un risque relatif de 1,5 à 2 fois supérieur par rapport à la normale, le diabète de type 1 ou de type 2, la grossesse, l'hypothyroïdie, la ménopause ou le tabac. Les suspects, mais beaucoup de gens qui fument et qui ont des facteurs qui peuvent, entre guillemets, troubler cette analyse spécifique. Alors, les symptômes qu'on analyse, il y a les paresthésies et les dysesthésies nocturnes, donc les picotements la nuit qui réveillent les patients avec cette sensation où ils doivent aller faire bouger la main. Les paresthésies diurnes, une sensation de fourmillement comme un toucher avec de l'ouate. L'hypoesthésie, la perte du toucher fin. Le patient va vous décrire qu'il a une perte de sensibilité fine quand il va toucher le grain d'un matériau. Les sensations électromimiques, des charges électriques dans les doigts. La perte de force de poigne avec le fait de lâcher des objets. La myotrophie qui est observée dans les cas assez graves, donc avec une perte vraiment du tonus musculaire du court abducteur du pouce. Et des douleurs. 50% des patients ont présenté des douleurs. Alors, ces symptômes peuvent parfois remonter jusque dans l'avant-bras, voire même l'épaule. Alors, les cas d'amyotrophie
fait ici un exemple simple où vous devez la chercher. Donc, l'abducteur du court du pouce se situe à cet endroit-là. Et ici, vous observez bien la perte du tonus au niveau de ce pouce. Alors, les tests cliniques, vous les connaissez majoritairement les deux premiers. Donc, le signe de Tinel ou test de percussion du nerf qui va consister à aller taper sur le nerf en regard du canal carpien qui va provoquer des décharges électriques à tester des deux côtés. Également le test de Fallen qui consiste simplement à mettre le poignet à 90 degrés de flexion de manière à réaliser une compression sur le nerf. Vous pouvez également positionner votre pouce au niveau du canal carpien donc pour aller augmenter la pression sur le nerf de manière à augmenter les symptômes. De nouveau, ici le patient va décrire des sensations de picotement au bout des doigts. Et donc ce test est à maintenir en 30 à 60 secondes. Alors le Scratch Collapse Test est un test qui a été développé il y a quelques années mais qui est assez peu connu, que je vais vous montrer par après, qui est assez ludique. Donc le patient trouve parfois ça assez intéressant, la manière dont en stimulant simplement, en grattant le nerf, on arrive à réaliser une perte de force au niveau du bras. La force musculaire qui peut être testée donc, pour les patients qui décrivent une perte de force avec un JAMAR, un dynamomètre, qui permet d'objectiver cette perte de force entre la main droite et la main gauche. Et les tests de discrimination fine, qui sont la discrimination entre deux points qu'on place au niveau des pulpes des doigts et qui sont souvent augmentés, donc avec une distance qui augmente à la discrimination avec les atteintes graves. Alors le test clinique, le Collapse Scratch Test, je vais vous montrer ça ici. Donc c'est un de mes collègues, Dr Brutus, qui fait ça, qui le montre ici. Donc le système est simple, vous mettez le patient en face de vous, vous poussez sur ses deux mains de manière assez importante, vous grattez au niveau du canal carpien, et donc vous allez avoir un patient qui peut résister. Ensuite, vous avez ce patient qui va perdre la force dès que vous allez faire la pression. Alors ici, on s'assure que la force est de retour, on reteste, on le stimule également au niveau du lacertus fibrosus, c'est le nerf médian un peu plus haut, perte de force qui va de nouveau se transmettre comme vous le voyez ici. Alors on peut utiliser du froid ou de l'éther, ça fait disparaître ce test. Donc en gros, vous pouvez retester le patient, vous grattez, le patient ne va pas avoir la même symptomatologie, vous réchauffez ensuite la zone, simplement, et vous allez revoir réapparaître ces symptômes. Donc vous grattez de nouveau le nerf médian au niveau du canal carpien, et le patient va présenter une perte de force. Même chose pour le test au niveau du lacertus fibrosus, et ce test marche également au niveau du nerf ulnaire. Alors, la sensibilité et spécificité des tests, le test de Tinel est assez peu sensible, mais assez spécifique. Test de Fallen à 44% de sensibilité, et le Collapse Scratch Test est finalement le test avec le plus de sensibilité et donc le plus précis. Donc, test intéressant à essayer, je vous le conseille. Alors, le bilan qu'il faut réaliser, c'est un examen clinique et une anamnèse. C'est vraiment ça le gold standard reconnu. C'est ça qui vous permet de déterminer, de poser quasiment le diagnostic. On l'accompagnera d'une électromyographie qui va nous apporter une information sur l'atteinte, les types de fibres qui sont touchées. Les fibres sensitives sont prioritairement touchées et par la suite les fibres motrices. Ça nous permet également de suivre la pathologie dans le temps, voir l'évolution. L'échographie qui permet de chercher s'il y a un kyste, des pathologies intracanalaires qui pourraient comprimer le nerf, et également de mesurer la section du nerf. Donc ça se voit, la taille de section du nerf est diminuée dans le canal carpien et augmentée en amont du canal carpien. La radiographie peut être intéressante si vous avez une histoire de trauma. On peut parfois passer à côté d'une chose simple. Donc ici, un ancien traumatisme passé inaperçu, eh bien vous avez un patient qui présente son semi lunaire qui est luxé à l'intérieur du canal carpien. Vous avez beau faire une libération du canal carpien avec ça, si l'os est toujours là, ça ne changera rien. L'IRM, assez peu recommandé étant donné la haute sensibilité et spécificité qu'elle a, mais le coût important et le délai important qu'elle a, elle n'apporte pas une information complémentaire. Donc on ne la demande pas souvent. Alors le traitement, il y a deux possibilités. On commence toujours par un traitement médical, donc une modification de l'activité, amélioration de l'ergonomie au travail, souris, ordinateur, port d'une attelle nocturne. Alors il faut la faire en position neutre. Les attelles du commerce ont souvent une position à 30 degrés. Cette position va engendrer plus de compression au niveau du nerf, où le patient ne va pas bien la tolérer. Donc on fait souvent une attelle thermoformée en position neutre qui laisse vraiment le canal carpien dans une position de repos. La kiné a été démontrée comme étant plus ou moins efficace, il n'y a pas d'évidence franche, mais certains patients disent que ça fonctionne. Donc c'est la technique du massage de Madency qui consiste à faire des frottements, des petits massages un peu plus forts, puis des frictions. Voilà, à essayer si jamais le patient est contre toute chirurgie. Et l'infiltration qui consiste à aller au niveau de la gaine, donc des différents tendons fléchisseurs, injecter des corticostéroïdes de manière à faire dégonfler cette synoviale et laisser plus d'espace au canal carpien. C'est souvent une technique qui est transitoire et qui, après 2-3 mois, va récidiver, les symptômes vont se représenter. Alors, le traitement chirurgical, lui, il consiste à sectionner le ligament annulaire à cet endroit-ci, de manière à visualiser le nerf, ou du moins à lui laisser plus d'espace. Alors, les différentes techniques sont la voie ouverte classique, une grande voie d'abord,
Le mini-open, plus petite voie d'abord, centrée sur le canal carpien. Une technique endoscopique à 2 orifices. Une technique endoscopique également à 1 orifice, donc développée par 2 chirurgiens différents. Et une technique échographique. Pour un peu comprendre à quoi cela consiste, eh bien, la section du nerf doit se réaliser quand on le fait en ouvert, donc par une voie extracanalaire, en ouvrant la paume par le talon de la main, on va visualiser le nerf et le libérer. La technique endoscopique, elle, va passer dans le canal. On fait une incision en amont et en aval. Je vais vous montrer une vidéo par après. Et on va aller sectionner le ligament sans voir le nerf. La technique à un trou est plus ou moins la même. On a simplement un plus gros trou au niveau proximal pour passer l'endoscope et la caméra, et le couteau par le même abord. Et la technique échographique qui commence à se développer, mais qui doit être réalisée dans des mains expertes, consiste à aller visualiser son aiguille, faire un petit trou à l'aiguille et d'aller repérer tous les éléments anatomiques et sectionner ce ligament annulaire, donc sous contrôle visuel. Alors ici, ça c'est ce que nous réalisons à la technique que nous réalisons, la technique à 2 trous à la clinique du Parc. Pourquoi? Eh bien, c'est une technique avec 2 petites incisions qui nous permet un contrôle sur le ligament annulaire, qui améliore en termes de récupération, donc la vitesse de récupération, n'a pas tellement plus de complications que l'autre technique par voie ouverte. Et à 3 mois, on voit que les résultats sont similaires. Mais pendant ces 3 mois, eh bien, le patient récupère plus vite et retourne plus vite au travail. La petite vidéo qui montre sa patience locale que j'ai opérée la semaine passée. Et donc, on réalise petite incision en proximale. Donc, au niveau du long palmaire, je passe en ulnaire de celui-ci. On va aller disséquer les tissus pour rentrer avec une petite pince moustique. Donc, le patient participe, il est avec nous. On lui pose des questions, on discute avec lui durant l'intervention pour ne pas le stresser, un peu que cette intervention passe finalement comme quelque chose de moins important que ça n'en a l'air. Donc là, je passe avec un petit palpeur en dessous du ligament. Je ressens bien le ligament. Dès que j'ai passé le ligament, je vais faire une deuxième incision pour aller donc passer ma caméra par cet endroit-là. Donc on passe simplement, on écarte légèrement. On est vraiment en sous-cutané. On va sortir avec notre petit palpeur à cet endroit-là pour repérer ça. Ça a fait quoi? Voilà, donc là, on demande au patient, c'est principalement de la sensibilité que le patient va avoir. Pas de décharge électrique dans les doigts? Voilà, ils sentent des petites choses, mais ils n'ont pas de douleur. On leur demande à chaque moment s'ils ont des sensations électriques, de décharge électrique, pour assigner une compression du nerf. Et donc ici, je rentre le trocar, qui va passer de l'autre côté. Je vais ensuite passer la caméra par ce trocar. Oui, ça claque un peu quand ça passe la peau. Faut pas avoir d'inquiétude, ça. C'est tout à fait normal. Voilà, donc là, je vais rentrer la caméra. Là, on va poser la main comme ceci. On va mettre la caméra à l'intérieur. Donc avec la caméra, on peut voir via l'écran ici le ligament annulaire, donc qui est vu par en dessous, donc qui va être au-dessus de l'image. Donc on va aller nettoyer un peu la synoviale qui est déposée dessus pour vraiment repérer les fibres du ligament, qui sont des fibres transverses lignées que vous allez voir apparaître. Donc ici, bon, avec la vidéo, ça donne une image un peu plus blanche, mais on arrive assez bien à visualiser les fibres. Et donc, on va voir ici, voilà, là vous avez vu apparaître les fibres, et donc c'est ces fibres-là qu'on recherche. On a également le toucher, donc avec notre palpeur, on peut toucher et sentir vraiment le canal carpien qui est de la structure dure. Ici, on va arriver à la fin du canal carpien qu'on peut sentir, et on arrive à la crocheter. Voilà, là il est bien dégagé, on le voit, toutes ces fibres sont présentes ici. Donc là, on voit bien tout votre canal carpien. On montre au patient également si le patient a envie de voir, comme ça il participe. Là, je regarde. Du coin de l'œil. Ouais. Non, je préfère pas. Non, mais il ne faut pas s'y stresser. Ouais. Ok, il commence là. Donc ici, on va prendre un petit couteau. Donc, couteau qui va nous permettre de couper le canal carpien sous contrôle visuel. Donc, on voit exactement ce qu'on coupe. On peut le suivre. On visualise juste ici que il n'y a que le canal carpien est coupé. Au-dessus, on voit la petite couche graisseuse et les muscles. Donc, dès que la section est réalisée, on voit déjà que les tissus commencent à descendre. Il reste souvent un petit peu de ligament à la partie distale qu'on va recouper en 2 ou 3 fois. Et une fois qu'on a tout eu, la graisse va vraiment s'effondrer et revenir dans le canal. On a eu tout le ligament. Voilà, donc là on voit que c'est libéré. On va repérer s'il reste un morceau de ligament au niveau du canal. Il y a plus et là, on referme simplement avec c'est terminé, je referme la peau. Intervention. Alors, ça a été? Oui. Je rappelle aux patients. Pas de raison d'avoir peur, hein. Alors après, on lui explique. Donc dès ce soir, vous n'aurez plus les picotements dans les doigts.
les picotements donc, sont souvent, enfin les picotements, les sensations de paresthésie disparaissent quasiment le soir même. Alors, continuons. Pardon, on a perdu l'image. Voilà, je remets le diaporama. Hop. Alors, le suivi post-opératoire, j'en parlais. Donc, on met des pansements à maintenir pendant 10 jours. Mobilisation immédiate et journalière de la main avec une surélévation de la main recommandée. Un repos relatif durant 2 semaines. On interdit le port de charges lourdes durant 4 à 6 semaines, étant donné que ce ligament doit quand même cicatriser de part et d'autre de la section. Et le reprise du travail, eh bien sûr, se fait en fonction du type de travail et de la douleur que ressent le patient. Les complications, il y en a pour toute chirurgie. Donc, c'est le syndrome douloureux régional complexe, 2 à 5% des patients. Pas de différence entre la technique ouverte et la technique fermée. Ces complications redoutables qu'on essaie de traiter au préalable en mettant de la vitamine C pour les patients. Douleur sur la cicatrice, on en a moins avec la technique endoscopique. Les lésions nerveuses ou artérielles, aux alentours de 0,5%. La neurapraxie transitoire qui peut arriver dans le territoire ulnaire ou dans le territoire médian. Et la réapparition des symptômes qui peut apparaître entre 3 mois et 4 ans, donc qui peut être due parfois à une fibrose ou une corde cicatricielle comprimant le nerf. Alors en conclusion, eh bien, c'est une pathologie très fréquente, avec une importance de l'histoire de la maladie et de la clinique, donc que va vous raconter le patient, qui va permettre de poser le diagnostic. Un traitement médical qui est efficace, mais limité dans le temps. Il retarde souvent l'échéance chirurgicale, mais on doit quand même y aller à un moment. Les lésions neurologiques dans les stades graves sont parfois irréversibles, et ça c'est bon de le dire. Canal carpien, quand on voit qu'il est à un stade avancé, il ne faut pas traîner. Le traitement chirurgical, il est efficace sur la récupération axonale, c'est-à-dire qu'on va libérer ce nerf et donc il peut récupérer. Et il y a différentes techniques qui existent, mais l'important, c'est surtout de maîtriser la technique qu'on a choisie. Voilà, chaque chirurgien peut avoir sa technique, l'important, c'est de maîtriser sa technique. Et les complications chirurgicales sont rares, mais elles sont redoutables. On a tous déjà eu affaire à ces patients. Et il faut les soutenir pendant tout ce temps-là et ne pas hésiter à retourner voir parfois ce qui se passe pour essayer de comprendre. Je vous remercie à tous pour nous avoir suivis ce soir et je vous laisse libre avec les autres présentations. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant éventuellement, c'est le moment de les poser. Je ne sais pas si vous avez tous vu la présentation parce que je n'entends rien, je ne vois rien. On m'entend là? Les images de vidéo étaient de qualité moyenne, ça passait pas extrêmement bien. Toujours le risque avec la vidéo. Mais je vous invite... À l'écran, hein, l'image à l'écran de la colonodoscopie. Ah oui, ça ne passait pas bien. Bon, voilà. Mais de toute façon, je vous invite tous à venir voir. Si jamais vous désirez un jour venir voir une intervention pour un patient, que vous nous envoyez ou quoi que ce soit, vous êtes toujours les bienvenus pour voir ce qu'on fait. Donc, on est complètement ouvert à ce genre de choses. Hein. S'il n'y a pas de questions, je vais céder la parole au suivant alors. Donc, on va maintenant demander à Éric Moës de nous parler de l'arthroscopie du poignet, qui est une technique qui existe déjà depuis 1 à 2 décennies, mais qui s'est bien développée ces dernières années et qui permet de diagnostiquer et surtout de réparer des lésions qui auparavant n'étaient pas accessibles à la chirurgie. Bonsoir à tous. Donc voilà, moi je me présente Éric Moës. Je travaille à la Polyclinique du Parc ici depuis maintenant 2 ans, où j'ai rejoint l'équipe du docteur Ledoux pour me consacrer à la chirurgie de la main. Alors, si ma présentation veut bien se lancer. C'est touchpad est activé. Tu vas rester comme ça, on voit suffisamment. Tu as essayé le bouton en bas à droite pour lancer ton PowerPoint? Bon. Bon, ben, écoute, on va te laisser
Bon, on va essayer de régler ce problème technique et en attendant, on va écouter le docteur Strano qui va nous parler du traitement des pertes de substances cutanées et des plaies de doigts. Bonsoir à tous, merci de vous être connectés. J'essaie de partager mon écran. Okay. Voilà. Je suis le dernier arrivé à l'équipe du pôlement de Sansolv. Donc, le sujet de ce soir, c'est un sujet auquel on est souvent confronté en traumatologie de la main, c'est-à-dire les plaies avec une perte de substance et les moyens de couverture. Par rappel, il s'agit d'accidents assez fréquents qui peuvent survenir à la maison lors d'activités de loisirs ou au travail. Les séquelles peuvent être importantes sur le plan esthétique et sur le plan fonctionnel. La région la plus touchée, c'est l'extrémité distale des doigts. Donc, un petit rappel anatomique, la pulpe avec son organisation qui est spécifique, avec la disposition radiale des logettes pulpaires en distal pour assurer une prise stable et une disposition différente dans la partie plus proximale qui est plus souple. C'est important de restaurer ces caractéristiques et la sensibilité à la fin du traitement. L'ongle, ça contribue à la résistance à la déformation, mais elle n'est pas traitée dans le monde exposé. Donc, la vascularisation, c'est par les axes de l'artère radiale et l'artère ulnaire qui forment les arcades palmaires avec les nerfs digitaux qui se départent de cette arcade. Il y a également un réseau veineux dorsal superficiel et les veines concomitantes et la distribution sensitive qui suit les branches terminales du médian, de l'ulnaire et du nerf radial. Et le point que je tiens à préciser, c'est que la peau dorsale et la peau palmaire n'ont pas les mêmes caractéristiques. En fait, la peau dorsale, elle est plus fin et cette souplesse a le but d'assurer le bon enrôlement des doigts. La peau palmaire, par contre, elle est plus épaisse et pour assurer une bonne préhension. Du coup, les structures, surtout les tendons et les articulations, sont plus vulnérables du côté dorsal par rapport à ce qu'il y a à la peau. Donc, face à un blessé de la main, on doit considérer quel est le mécanisme traumatique, le délai par rapport à l'accident, voire faire un bilan correct des lésions associées, notamment fractures, lésions tendineuses ou neurovasculaires, complété par un interrogatoire classique avec des antécédents, son traitement et demander aussi son statut de vaccination pour le tétanos. Les objectifs, il faut essayer de maintenir la longueur du doigt, l'aspect esthétique de la main et restaurer la sensibilité et assurer une mobilisation précoce. Les lésions pulpaires sont classifiées en fonction de leur topographie. Il existe différentes classifications. Ici, j'ai repris celle de Allen, mais c'est surtout la localisation et la présence d'une exposition osseuse qui peut guider le traitement. Et après, donc aussi la présence d'un réseau veineux en dorsal, oui ou non, surtout pour des replantations. Le traitement, on part du traitement plus simple, c'est-à-dire la cicatrisation du budget, les pansements. Maintenant, donc, en littérature, on trouve plein de différents régimes. Donc, il n'y a pas de consensus par rapport au meilleur pansement, par rapport à combien de fois par semaine il faudrait faire le pansement. Donc, ce qu'on sait, c'est que on a en général de bons résultats pour des pertes de substances distales sans exposition osseuse ou avec une exposition minime, avec des pansements sémio-occlusifs à changer une fois par semaine. Donc, c'est un traitement qui est très peu coûteux, avec un pansement simple off-site. Il faut prévenir le patient que ça peut prendre plusieurs semaines ou mois pour la cicatrisation, mais
et aussi que ça déclenche une odeur particulière parce qu'il y a une prolifération de bactères saprophytes qui va créer une ambiance pour la régénération tissulaire. Donc, après le traitement chirurgical, donc aussi en partant du plus simple, les greffes de peau, c'est vrai qu'au niveau de la pulpe, ce n'est pas souvent utilisé parce que, surtout si la greffe, c'est une greffe de peau mince, donc elle n'assure pas la bonne résistance et la bonne protection des éléments pulpaires et elle n'est pas résensibilisée. Par contre, pour des pertes de substances distales chez les enfants, enfin, chez les jeunes enfants jusqu'à 2 ans, la simple suture après avoir dégraissé le bout distal, c'est quelque chose qui marche assez bien, donc avec une revascularisation qui se fait par la profondeur, et même dans les cas de nécrose, donc, on voit que cette nécrose protège la cicatrisation d'en dessous, de sorte d'un pansement biologique. Donc, les lambeaux peuvent être des lambeaux locaux, utilisant la peau à côté de la perte de substance, des lambeaux à distance, des lambeaux avec ou sans dissection d'un pellicule, ou des lambeaux libres avec une anastomose microchirurgicale. Ici, donc, le sujet de mon exposé, c'est surtout vraiment ce qu'on peut faire pour les plaies les plus simples, qui sont heureusement les plaies les plus fréquentes, et donc les lambeaux pour les petites pertes de substance. Les avantages, c'est qu'un lambeau apporte un tissu qui est bien épais, et donc ça protège les structures en dessous et ça permet une mobilisation rapide. Bon, les désavantages, c'est que c'est une technique qui est plus complexe, évidemment, si on prend par rapport à un pansement ou à une greffe, et qu'il peut y avoir des complications sur le site d'honneur, ou si on est trop agressif, il peut y avoir des nécroses du lambeau. Donc ici, il y a quelques cas cliniques pour illustrer les techniques. Un lambeau qui est dit au hasard, avec de la peau qui est prélevée à côté de la perte de substance. C'est important pour ne pas avoir une ischémie du lambeau, de respecter le rapport 2:1. Donc le lambeau, il ne doit pas dépasser en longueur 2 fois la largeur de sa base. Donc, un autre lambeau qui marche très bien pour des pertes de substances distales, surtout si le trait de section est transversal ou à faible densité, c'est le lambeau VY, ou connu comme lambeau de Hatazoy. C'est un lambeau à descente triangulaire avec l'apex en regard de l'IPD. Et donc, ce lambeau peut avancer environ 1 centimètre en le libérant de l'adhérence opérioste et en sectionnant au bistouri ou au ciseau les cloisons de la pulpe distale. C'est un lambeau simple, il y a peu de complications. Donc, celle à craindre, c'est par la nécrose, si on est trop agressif, c'est l'ongle en griffe. C'est pour ça que c'est conseillé de fixer le lambeau avec une aiguille au lieu qu'avec des points de suture qui vont transfixer l'ongle. Et ici, donc, le résultat sera un patient qui a une lésion distale du pouce, avec un aspect esthétique qui est tout à fait acceptable. Donc, voir même perte qui est mise à la fin du traitement. Le lambeau de Venkateswamy et Subramanian, c'est un lambeau qui rassemble, c'est toujours un dessin triangulaire, donc le lambeau VY, mais qui peut avancer plus grâce à une dissection du pellicule. Donc ici, la limite dépasse l'interphalangienne distale ou l'interphalangienne du pouce. Donc c'est valable pour le pouce, mais aussi pour les doigts longs. Et surtout est utilisé pour des pertes de substances à tranche oblique, comme on peut voir même ici dans cet autre cas clinique. Donc, le dessin et la cicatrisation à distance, avec des séquelles malheureusement sur de l'ongle, avec impossible à reconstruire après un traumatisme partie circulaire.
Le lambeau en îlot, c'est une solution pour des pertes de substances qui sont plus importantes. Il faut réaliser une palette cutanée et pulpaire. L'avancement se fait grâce à une dissection du pédicule. Donc, maintenant, on fait une distinction. Donc, on le voit bien ici sur le dessin et sur le cas clinique. Donc, lambeau à sens antérograde, le lambeau peut avancer grâce à une légère mise en flexion de l'interphalangeine proximale et il avance dans le sens de la vascularisation. Le site d'honneur est couvert à la fin avec une greffe de peau ou, si c'est possible, si c'est petit, donc il est laissé en cicatrisation dirigée. Pour des pertes de substances plus importantes, c'est un îlot à contrario qui est prélevé à la base de la première phalange. On peut dépasser un petit peu en dorsale et qui est emmené sur la perte de substance avec son axe artériel et éventuellement le nerf à rebrancher avec une suture si on veut resensibiliser l'extrémité distale. L'inconvénient de ce lambeau, c'est qu'il y a un engorgement veineux qui est assez fréquent et donc le doigt reste gonflé pendant plusieurs semaines. Donc, des solutions qui sont spécifiques pour le pouce grâce à son anatomie avec une double vascularisation indépendante du côté palmaire et du côté dorsal. Donc, ici, le lambeau de Moberg, donc, quand la perte de substance et l'exposition osseuse est majeure par rapport au cas qu'on a vu tout à l'heure traité par DY, on peut réaliser une couverture en disséquant sur le plan de la gaine, par rapport au plan de la gaine bidon fléchisseur et en aménageant aussi les pédicules palmaires dans le lambeau. On peut arriver à couvrir cette perte de substance grâce à la mise en flexion de l'interphalangeine. L'inconvénient ici, c'est que cette position en flexion donne une raideur qui nécessite un appareillage à commencer au bout de 2-3 semaines et qui est souvent difficile à récupérer. Et donc, pour cette raison, notre chirurgien, O'Brien, a décrit une variante où le lambeau peut avancer sans nécessiter une mise en flexion de l'interphalangeine grâce à une dissection des pédicules et une incision transversale qui permet d'avancer la peau distale. Et donc, le site d'honneur est recouvert également avec une greffe de peau. Donc, le lambeau de Houston, c'est un lambeau qui est utilisé pour les pertes de substances du côté palmaire, mais aussi du côté dorsal, également pour le pouce que pour les doigts longs. Donc, c'est un avancement c'est un lambeau d'avancement et rotation. Donc, comme on voit ici dans le dessin, donc, la charnière est sur un côté et donc la peau et la graisse peuvent pivoter. Et ici, il a été employé pour couvrir une perte de substance suite à l'exérèse d'une lésion de kératose. Et donc, le site d'honneur, là aussi, donc, il nécessite une greffe de peau. Donc, c'est un lambeau, comme je dis, qu'on peut utiliser aussi pour des petites pertes de substance au niveau de l'interphalangeine proximale à la face dorsale du doigt. Et on peut réaliser même un double lambeau de Houston pour couvrir au milieu et éventuellement soit laisser en cicatrisation dirigée, soit réaliser une greffe de peau sur la charnière d'avancement. Le lambeau cerf-volant, c'est un lambeau prélevé au niveau du dos de la première phalange de l'index, pédiculé sur l'artère dorsale intermétacarpienne du premier espace. C'est un lambeau qui est très fiable et qui est très utile parce qu'avec son pédicule qui est relativement long, on peut couvrir le dos du pédipouce ou même la première phalange ou la pulpe, même si pour la pulpe, ce n'est pas un lambeau de premier choix. Et ici, donc, on voit un cas clinique où je l'ai employé pour une nécrose à la face palmaire de la première phalange du pouce suite à un fléchissement. Le site d'honneur est recouvert encore une fois par une greffe de peau totale.
Et donc, pour terminer, mais je vais juste les citer pour des raisons du temps. Donc, on doit faire recours à des lambeaux à distance qui peuvent être soit pelliculés, soit libres, pour des pertes de substances majeures pour lesquelles ces lambeaux ne sont pas suffisants. Donc, on a le lambeau pelliculé sur l'artère radiale, donc au lambeau chinois, sur le lambeau pelliculé sur l'artère dorsolaire, au lambeau de Becker, ou celui sur l'artère antéro-osseuse postérieure, ou le lambeau inguinal pelliculé ou libre, donc, qui permet de recouvrir des grosses pertes de substances, quand aussi en cas de patient avec une menace vasculaire. Donc, en conclusion, il s'agit, les plaies de la main sont des accidents fréquents, les séquelles peuvent être invalidantes, le traitement dépend du siège de la lésion et de l'entité de la perte de substance et aussi de l'expérience du chirurgien. Il ne faut pas négliger la cicatrisation dirigée pour des lésions pulpaires sans exposition osseuse. Et pour moi, le principe général, c'est qu'il faut choisir toujours la solution la plus simple. De toute manière, le but, c'est de protéger les structures sous-jacentes de cette perte de substance pour réduire le risque d'infection et le risque de raideur. Merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je peux arrêter le partage. Oui, oui. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'il s'est arrêté tout seul le partage. OK. Donc, cette présentation montre que finalement, les plaies de la main sont multiples, sont complexes et qu'il faut pouvoir s'adapter à ce type de plaie et apporter la solution technique la meilleure pour préserver, pour prévenir les infections, mais aussi pour préserver la mobilité, qui est quand même un facteur extrêmement important au niveau de la main et au niveau de la fonction de la main. Donc, ce sont des techniques fines, presque sur mesure, en fonction de chacune des plaies, ce que permettent ces petits lambeaux que Giovanni Strano vient de nous montrer. Alors, je crois que le docteur Moest a réglé son problème technique et qu'il va pouvoir nous parler des arthroscopies du poignet. Voilà, mes excuses pour le petit désagrément technique. On connaît tous l'arthroscopie, dans le sens où l'arthroscopie, c'est quoi? C'est explorer une articulation. Et donc, l'arthroscopie qui a été utilisée et qui est toujours utilisée pour les grosses articulations comme le genou, la hanche, l'épaule, a au fur et à mesure été transposée au poignet. Et donc, comme le disait le docteur Ledoux précédemment, c'est une chirurgie qui est actuellement en plein essor depuis 10 à 15 ans, grâce à la miniaturisation des instruments qui permet d'explorer donc des articulations qui sont de plus en plus petites. L'intérêt de l'arthroscopie, on le verra un peu plus tard, mais c'est que la morbidité d'une arthroscopie est quand même moindre que le fait de faire une arthrotomie, donc le fait d'ouvrir une articulation, ce qui est en fait d'une part un outil de diagnostic là où on n'aurait pas osé ouvrir un poignet, et également un outil thérapeutique qui permet d'explorer plus facilement l'articulation du poignet et également de moins se poser les questions à savoir est-ce qu'on va opérer ou pas dans certaines situations. L'arthroscopie de poignet, ça comprend comme toute arthroscopie un minimum de matériel, donc il faut évidemment un patient. Habituellement, c'est une procédure qui se fait sous anesthésie loco-régionale, qui se fait sur table opératoire conventionnelle avec une table à bras et un système de traction qui va permettre de venir distracter l'articulation du poignet. Évidemment, ça se fait sous champage stérile avec garrot pneumatique pour éviter l'assaignement pendant l'intervention.
Il nous faut un arthroscope qui a une taille actuellement de 2,3 à 2,7 mm. Alors, il existe les nano-arthroscopes qui font 1,1 1,2 mm de diamètre. Tout un système, malgré tout, d'irrigation et de colonne, parce qu'il faut qu'on puisse évidemment voir ce qui se passe dans le poignet. Et instrumentation de base, en gros, avec une pince appréhension, une pince basket, donc l'équivalent d'une pince coupante, et un crochet arthroscopique. On peut déjà faire pas mal de choses. Alors, il y a d'autres instruments qu'on peut utiliser, comme les micro-shavers qui permettent de faire des abrasions de tissu dans l'articulation, qui peuvent être utilisés. Alors, les firmes pharmaceutiques ont évidemment développé toute une série d'ancillaires pour des réparations par voie arthroscopique qui, grosso modo, se valent toutes, mais chaque firme, évidemment, a ses petites spécificités. Alors, les indications de l'arthroscopie, il y a d'une part un volet diagnostique. On a parfois des patients qui ont une histoire clinique, des symptômes, un examen clinique qui est hautement suggestif d'une lésion ligamentaire, par exemple, mais avec une imagerie médicale qui est soit négative, soit peu parlante. Les exemples les plus fréquents, ce sont les lésions du TFCC, donc le complexe triangulaire du carpe, qui passent parfois inaperçues aux examens complémentaires. Les lésions ligamentaires du carpe, où on a une clinique qui est hautement suggestive, avec des imageries qui parlent de lésions partielles ou peut-être qu'il y a éventuellement une lésion. Et il y a certains patients qui ont des contre-indications aux produits de contraste qui peut contre-indiquer la réalisation d'un arthroscanner, pour lesquels on se rabat sur une imagerie par résonance magnétique qui est un petit peu moins sensible pour les lésions ligamentaires. Et puis au final, on se dit, bon, ben, on va quand même faire une arthroscopie diagnostique parce qu'on est presque certain qu'il y a une lésion ligamentaire. À côté de ça, l'arthroscopie permet aussi de faire des lavages articulaires dans les cas d'arthrite septique ou permet également de faire des biopsies tissulaires intra-articulaires. Le deuxième volet, c'est évidemment l'aspect thérapeutique de l'arthroscopie. Comme je l'ai dit précédemment, le fait d'avoir une ouverture qui correspond à quelques millimètres au niveau de la peau et de traverser la capsule articulaire va avoir une morbidité nettement moindre que de faire une arthrotomie de poignet, qui à elle seule peut entraîner une raideur articulaire. Et donc, il y a certaines situations où on n'aurait jamais imaginé faire une arthrotomie de poignet, où grâce à l'arthroscopie, on peut plus facilement proposer un geste chirurgical. Alors, les indications les plus courantes, et je ne vais pas vous faire tout le listing, il y a évidemment les réparations des ligaments intrinsèques du carpe, comme la réparation des ligaments scapholinaires. Il y a les réparations du complexe triangulaire du carpe. On peut traiter certaines formes de conflits ulnocarpiens. On parle dans la littérature d'exérèse de kyste arthrosynovial. Alors, c'est une indication opératoire qui est déjà un petit peu plus poussée. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir un contrôle articulaire direct dans les fractures intra-articulaires du radius distal. Et alors, on peut notamment prendre en charge certaines pseudarthroses, comme les pseudarthroses du scaphoïde. Alors, comment ça marche? Donc, comme je l'ai dit, ça se fait en ambulatoire, sous anesthésie loco-régionale, donc avec un patient qui est éveillé. Il existe plusieurs voies d'abord pour rentrer dans le poignet. Alors, la plus courante, c'est ici la voie d'abord 3-4, donc qui correspond au passage entre les compartiments des extenseurs, qui est la voie d'entrée par laquelle on va introduire l'arthroscope et qui va nous permettre déjà d'explorer l'articulation du poignet. Donc, une fois qu'on est dans l'articulation, on va explorer. Ici, on a une image directement sur le ligament scapholinaire qui se trouve ici au milieu. On va pouvoir ensuite passer vers le compartiment radio-scaphoïdien, donc ici entre l'astyloïde du radial et le scaphoïde. On va ensuite pouvoir passer de l'autre côté vers le compartiment ulnocarpien. Donc ça nous permet déjà d'établir un premier bilan articulaire. Alors on peut également passer dans l'espace médiocarpien qui se trouve ici à l'intérieur du carpe, qui permet de mieux explorer les instabilités. Alors ici, je ne vais pas vous faire tout un topo sur les instabilités ligamentaires, ce n'est pas le sujet de la soirée. Maintenant, je vais quand même vous donner quelques exemples pour
le ligament, donc le complexe triangulaire du carpe, qui se trouve ici entre l'extrémité de l'ulna et le carpe. On peut y retrouver des lésions périphériques qui vont nous permettre de réparer directement la lésion périphérique par voie arthroscopique, dans le sens où on va retrouver en fait une désinsertion entre ici l'extrémité du TFCC et derrière on voit au fond la capsule articulaire. Donc on a ici l'extrémité du radius, donc on se trouve plus ou moins à ce niveau-là. Et on a ici l'autre, donc la périphérie du TFCC qui se retrouve à ce niveau-ci. Et donc, par un petit tour de passe-passe, on va pouvoir passer un fil en intra-articulaire qui va vraiment venir replaquer la capsule articulaire contre le TFCC. On peut s'occuper de désinsertion fovéale qui consiste en fait à réparer la désinsertion du TFCC au niveau de son attache osseuse. Je n'ai pas d'exemple malheureusement ici en imagerie. On peut retrouver des perforations centrales, comme chez cette patiente qui a eu une lésion centrale de son TFCC suite à une chute, dans un contexte de variance ulnaire positive, c'est-à-dire d'avoir un cubitus qui est un peu plus long que le radius. Donc, dans le cas de cette patiente, on peut faire un débridement de la lésion, donc nettoyer la lésion, un peu comme on débride un ménisque au niveau du genou, et venir raboter l'extrémité du cubitus pour restaurer l'espace entre le cubitus et le carpe. Une fois que l'intervention est terminée, on retire évidemment les instruments, on ferme la peau. Certains chirurgiens ne le font pas, dans le sens où on est sur des ouvertures qui font 2 à 3 mm de diamètre. On peut s'en suivre une immobilisation plâtrée, et alors il y a de la rééducation à faire, mais encore une fois, l'objet de la soirée n'est pas là. Autre exemple, la lésion du ligament scapho-lunaire, qui pour rappel est un ligament qui se trouve entre le scaphoïde et le semi-lunaire, que l'on va pouvoir réparer par voie arthroscopique en faisant donc, ce qu'on appelle un effet capsulodèse. Donc le principe est de venir plaquer la capsule articulaire contre le ligament scapho-lunaire, qui ici en l'occurrence est intact, pour obtenir un tissu de cicatrisation qui va permettre de stabiliser le scaphoïde et le semi-lunaire. Après ça, on fait en général un embrochage entre le scaphoïde et le capitatum, donc qui est le grand os, et le scaphoïde et le semi-lunaire. On garde en général 8 semaines. S'ensuit une immobilisation, plâtrée ou avec orthèse, et évidemment la rééducation. Dernier exemple, parmi tant d'autres, qui est le contrôle de l'ostéosynthèse d'une fracture intra-articulaire. Alors ici, on a un patient qui a d'une part une fracture de la styloïde radiale avec une marche d'escalier et une rupture de son ligament scapho-lunaire, qu'on a pu traiter par voie arthroscopique en faisant ici un vissage de sa styloïde radiale, en contrôlant la réduction de la fracture par voie arthroscopique, en faisant une suture du ligament entre le scaphoïde et le semi-lunaire, avec un embrochage pour stabiliser tout ça. Donc, l'avantage de l'arthroscopie, c'est d'une part que l'on peut l'utiliser comme outil diagnostique, on peut l'utiliser comme outil thérapeutique. L'avantage, c'est que c'est moins invasif que la voie ouverte. Donc là où un certain temps, on se disait « Ouh là là, moi je ne vais surtout pas toucher à ce poignet parce que je vais faire pire que mieux en ouvrant le poignet », on peut plus facilement aller explorer le poignet et traiter certaines lésions. L'inconvénient, c'est qu'il y a malgré tout une courbe d'apprentissage. Il faut un minimum de matériel qui est parfois onéreux, donc il faut pouvoir investir dedans. Une des risques de l'arthroscopie, c'est évidemment les lésions iatrogènes, les lésions au niveau des tendons, les lésions au niveau des branches nerveuses. Il y a toujours un risque d'entraîner de petites lésions de cartilage articulaire. Au final, c'est une technique qui est en plein développement et que l'on a l'avantage de pouvoir pratiquer ici à la Polyclinique du Parc. Évidemment, il faut le recrutement derrière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions pour cette technique prometteuse?
Mon écran de Zoom. Partager. Maintenant, c'est moi qui ne sais pas passer en mode diaporama. Voilà. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler du traitement de la rhizarthrose du pouce, qui est une pathologie qu'on rencontre également très fréquemment et qui est invalidante à cause de la place prépondérante que prend le pouce dans tous les mouvements de préhension. Et il faut voir la rhizarthrose du pouce comme un processus qui va être évolutif et qui va toucher finalement toute la colonne du pouce, à la fois dans sa position statique, mais également dans sa position dynamique. Et sur la photographie en bas à droite, vous voyez une déformation typique de pouce en Z, qui est le résultat de cette dégradation qui se produit progressivement sur l'ensemble de la colonne du pouce. Alors, quand on effectue un mouvement de prise pouce index ou pouce face à un autre doigt, il y a une série de choses qui vont se passer au niveau de l'articulation trapézo-métacarpienne. La première provient du fait que l'axe musculaire qui va exercer ce mouvement de préhension n'est pas parallèle à l'axe du métacarpien et ça va générer une tendance à la subluxation externe de la base du pouce avec une mise en tension du ligament oblique antérieur, une ouverture externe de l'articulation, une mise en tension des ligaments dorsaux également, et puis finalement on va avoir une concentration des contraintes dans la partie tout à fait antérieure de l'articulation. C'est ce qu'on voit ici sur la radiographie. On a une ouverture externe de l'interligne articulaire et on a un pincement de toute la partie interne ou antérieure de l'articulation. Lorsqu'on fait une résection de base premier métacarpien pour poser une prothèse, on va trouver les lésions cartilagineuses vraiment dans cette partie tout à fait antérieure ici, et la partie dorsale ou externe est en général plus ou moins préservée. Les pressions peuvent être parfois tellement fortes qu'on peut avoir un véritable remodelage osseux de la partie antérieure de l'articulation. Alors, Éric Moest avait, il y a quelques années, fait une étude de la pertinence de la radiologie dans l'évaluation de l'arthrose trapézo-métacarpienne qu'il avait présenté au congrès de la Société française de chirurgie de la main, parce qu'on faisait fréquemment le constat qu'on est confronté à des patients qui ont des plaintes importantes au niveau douleur, au niveau fonction, et avec des images radiologiques pour lesquelles on se disait il n'y a pas grand-chose. Comme vous voyez par exemple sur cette radiographie ici, on ne peut même pas vraiment dire qu'il y a un pincement articulaire, même dans la partie antérieure de l'articulation. Chez ces patients, si on fait une scintigraphie, on va quand même avoir une hyperfixation qui témoigne d'une lésion inflammatoire osseuse à ce niveau-là. Et puis, si on opère ce patient, on tombe sur une lésion cartilagineuse ici, sur tout le tiers inférieur de la base du premier métacarpien. On est en os sous-chondral, il n'y a plus du tout de cartilage. Et donc, les résultats de cette étude étaient l'absence totale de corrélation entre l'atteinte macroscopique qu'on pouvait constater sur les bases premier métacarpien et le stade radiologique. Les constatations péropératoires montrent toujours une arthrose qui est beaucoup plus importante que ce qu'on prévoyait sur base radiologique. Et donc, le diagnostic et l'indication opératoire reposent beaucoup plus sur la clinique que sur l'imagerie. L'imagerie est
importante pour apprécier la longueur de la colonne du pouce, pour apprécier les axes osseux et pour apprécier la taille des implants qu'on va poser, mais ce n'est pas l'élément prédominant dans l'indication, dans le fait de poser l'indication opératoire. Alors, l'arthrose va générer des modifications morphologiques au niveau de la colonne du pouce et de l'articulation trapézo-métacarpienne essentiellement. Et là, Kevin Brunsels avait présenté sa thèse de DU de chirurgie de la main et des nerfs périphériques sur les modifications morphologiques de la base du premier métacarpien. C'est un travail qu'il avait présenté à la Société française de chirurgie de la main également. Et une des constatations qui était faite, c'est le rapport qui existe entre la perte de longueur de la colonne du pouce et l'érosion du bec antérieur du premier métacarpien. Et donc, je vous disais, le pouce, l'équilibre des différentes structures au niveau du pouce est extrêmement important parce qu'on a des bras de levier, des centres de rotation, des axes de traction au niveau musculaire. Et s'il y a un élément qui vient déséquilibrer le système, c'est tout le système qui va s'en retrouver progressivement déséquilibré. Un des traitements, le traitement historique en tout cas de l'arthrose trapézo-métacarpienne, ça a été la trapézectomie. La trapézectomie va avoir pour conséquence une ascension de toute la colonne du pouce, puisqu'on a enlevé le trapèze ici. Il n'y a donc plus rien qui s'oppose à cette ascension sous l'effet de l'attraction des muscles de l'appréhension. Et donc, on va pouvoir, à terme, avoir un contact entre la base du premier métacarpien et le pôle distal du scaphoïde, contact qui va à son tour devenir douloureux. Donc, c'est une situation qui n'est pas très satisfaisante. Mais également, du fait de cette ascension du premier métacarpien, on va avoir un appareil musculo-tendineux qui n'est plus sous tension au moment du début de l'appréhension. Cet appareil musculaire va d'abord devoir se raccourcir avant de pouvoir développer de la force. Et donc, ça entraîne une perte de capacité de force liée à cet excès de longueur relatif de la musculature. Alors, vous voyez ici un pouce qui est complètement déséquilibré. Il a déjà, au niveau statique, il a une déformation en Z, mais au moment de l'appréhension, elle s'accentue encore évidemment. On a un raccourcissement de la colonne du pouce qui est dû à un écrasement vraiment du trapèze, où il y a un gros remodelage du trapèze à ce niveau-ci, mais également à un effacement du bec antérieur du premier métacarpien. Et donc, quand on regarde le rapport de longueur entre premier métacarpien trapèze et deuxième métacarpien trapézoïde, on a un rapport de 0,630, alors que la normale se situe à 0,720. On a une tête qui est très circulaire et ça explique l'hyperextension de 51 degrés qu'on a entre la première phalange et le métacarpien. Et le simple fait chez cette patiente de restaurer la longueur de la colonne du pouce va corriger cette déformation et cette hyperextension métacarpophalangienne. Donc, d'où l'importance de chacun des facteurs au niveau de la colonne du pouce et en particulier de la longueur. Alors, voici un autre exemple, une patiente avec un pouce en Z, comme déjà décrit. Voici sa radio préopératoire, la radio post-opératoire, et vous voyez que le fait d'avoir restauré la longueur de la colonne du pouce fait qu'au moment de l'appréhension, on n'a plus cette déformation en Z qui vient s'installer. Alors, les conditions requises pour une bonne fonction du pouce sont restaurer ce qui existe dans la situation anatomique, c'est-à-dire avoir je parle de l'articulation trapézo-métacarpienne, avoir une flexion-extension, une abduction-adduction, une rotation axiale, parce que le pouce, quand il quitte le plan de la paume de la main pour venir rejoindre les doigts, il a une rotation axiale qui permet aux deux pulpes de se toucher. Restaurer une longueur normale de la colonne du pouce, et puis
avoir un point d'appui mécanique stable entre le métacarpien et le trapèze. Et la solution technique pour répondre à l'ensemble de ce cahier des charges, c'est la prothèse totale sphérique qui va permettre, par son point d'appui stable, de remplacer le dispositif ligamentaire qui est défaillant. La modularité des prothèses va permettre de restaurer à la fois des axes normaux, mais également une longueur normale de la colonne du pouce, et donc restaurer des leviers musculaires normaux. Et puis une articulation de type rotule comme ceci, et comme ce qu'on voit dans les hanches également, permet des mouvements dans les différents axes, flexion-extension, abduction-induction et rotation axiale. Donc, ceci n'est pas un remplacement anatomique normal, parce que l'articulation ne va plus fonctionner de la même manière, mais c'est une solution qui permet de retrouver une fonction normale. Parallèlement à ça, les prothèses trapézo-métacarpiennes qui existent maintenant depuis une cinquantaine d'années pour les modèles ont subi des améliorations très importantes dans leur design, ce qui fait qu'on a maintenant des taux de survie de prothèses trapézo-métacarpiennes qui sont aussi bons que ceux des prothèses totales de hanche. Alors, je vous disais qu'on changeait la façon dont l'articulation fonctionne quand on met une prothèse. Dans la situation normale, on a pour cette articulation deux centres de rotation, l'un au niveau du trapèze pour les mouvements de flexion-extension et l'autre au niveau du premier métacarpien, au niveau du bec antérieur du premier métacarpien pour les mouvements d'adduction et abduction. On peut calculer les centres de rotation à partir de la courbure articulaire. Et lorsqu'on met une prothèse, on n'a plus qu'un seul centre de rotation. Et donc, si on voit le mouvement d'abduction-adduction, il se fait par un roulement de la base du premier métacarpien sur le socle trapézien, avec comme centre de rotation le bec antérieur du premier métacarpien, qui est l'insertion distale du ligament oblique antérieur. Voici donc, lorsqu'on met une prothèse, que va-t-il se passer? Si le métacarpien a son mouvement physiologique normal, la tête de la prothèse va se promener, mais ne va pas se retrouver dans la cupule. Par contre, si on a la tête qui est dans la cupule, vous voyez que le métacarpien n'est plus tout à fait à la même place que dans la situation physiologique. Et donc, on va avoir à ce moment-là des soucis avec les ligaments trapézo-métacarpiens et il faut donc sectionner ces ligaments parce que sinon, on va introduire des contraintes excessives au niveau de la prothèse. Le fait de devoir sectionner ces ligaments dans les différents modèles de prothèses, en ce non compris la dernière génération, on y reviendra plus tard. Donc, le fait de devoir sectionner ces ligaments provoquait des taux de luxation précoce des prothèses trapézo-métacarpiennes aux alentours de 5-6%. Ces luxations précoces survenaient à cause du fait que le temps que la cicatrisation se fasse et qu'il y ait un nouveau système de rétention de la prothèse par cette cicatrice, mais il y avait une instabilité liée à l'absence d'appareil ligamentaire. Par ailleurs, ce dispositif ligamentaire, on a ici représenté le ligament intermétacarpien, fait que si on ne le sectionne pas, dans le mouvement d'abduction du pouce, donc l'écartement du pouce par rapport à la main, une fois que le ligament est sous tension, pour que l'abduction puisse se poursuivre, il faut obligatoirement que la tête sorte de la cupule et on a une luxation. Autre cause de luxation, ce sont les ostéophytes internes qui vont provoquer un contact entre le métacarpien et le trapèze et donc il est important de bien resséquer ces ostéophytes. Voici un exemple d'une prothèse où on a laissé un ostéophyte trop important. Et vous voyez que dans le mouvement de rapprochement du pouce par rapport à l'axe de la main, on a un contact qui s'établit entre le métacarpien
et cet ostéophyte, et que ça provoque une sortie de la tête de la cupule. Voici représenté, c'est ce qu'on appelle un effet de CAM à cause de ce contact interosseux. Alors, on a revu 21 luxations précoces sur 406 prothèses posées sur une dizaine d'années, donc ça nous fait un taux de 5,1% de luxation, ce qui rejoint les données de la littérature. Dans 3 cas, un ostéophyte interne était la cause de cette luxation. Dans un cas, le ligamentaire métacarpien qui était insuffisamment sectionné. Et puis dans les 17 cas restants où il n'y avait pas de cause qui apparaissait au premier abord, on a étudié la longueur de la colonne du pouce et l'orientation de la cupule, et puis on les a comparés avec une série de 27 prothèses consécutives non luxées. Si on regarde la colonne du pouce, dans le groupe des prothèses luxées et non luxées en préopératoire, il n'y a pas de différence significative, en post-opératoire non plus. Donc ce n'est pas un défaut de restitution de la longueur de la colonne du pouce qui est à l'origine de la luxation. On a regardé également l'orientation de la cupule avec comme repère l'interligne scapho-trapézien et l'équateur de la cupule. Et idéalement, ces deux droites doivent être parallèles. Alors, vous voyez ici une petite divergence d'une quinzaine de degrés, ici une divergence plus importante, 25 degrés. Voici ici un exemple de luxation, mais avec une cupule qui est parfaitement orientée. Il y a un strict parallélisme entre la cupule et l'interligne scapho-trapézienne. Voici une autre prothèse qui avait luxé, qui est réduite avec une broche de stabilisation le temps de la cicatrisation. Vous voyez que la divergence n'était que de 4 degrés, ce qui est minime. Et donc, sur ces deux séries qu'on a comparées, dans le groupe de luxation, la colonne de gauche et les non luxés, colonne de droite, l'angulation de face dans le groupe des luxations, l'angle moyen de divergence est de 6,2 degrés contre 7 dans le groupe des prothèses luxées, donc c'est non luxées, pardon, donc c'est moins bon dans le groupe des prothèses non luxées. Et sur l'angulation de profil, 7,2 degrés pour les luxés, 6,9 pour les non luxés. Dans les deux cas, la différence n'est pas statistiquement significative, loin de là. Donc, ce n'est pas un défaut d'orientation de la cupule qui est à l'origine, c'est la nécessaire libération de l'appareil ligamentaire qui entraîne une instabilité temporaire de l'articulation. Alors, la solution, et on en arrive maintenant à la dernière génération des prothèses trapézo-métacarpiennes, c'est d'augmenter le diamètre de la tête, ce qui va diminuer mécaniquement la possibilité de luxation. Plus on augmente le diamètre de la tête, plus il va falloir une distraction importante au niveau de l'articulation pour provoquer cette luxation. Et c'est le principe de la prothèse double mobilité. Donc, au lieu d'avoir une tête de prothèse qui va pivoter dans un noyau en polyéthylène, on va avoir un noyau en polyéthylène qui est clipsé sur la tête et qui va lui-même glisser dans une cupule métallique. Donc, on a deux niveaux de mobilité, mais surtout, on a une augmentation importante du diamètre de la tête. On passe de 4 mm à 7 mm. Nous avons récemment revu, c'est une étude sur 3 centres, dont le nôtre, 107 prothèses avec un recul de 3 ans, 107 prothèses à double mobilité, et nous n'avons plus aucune luxation de la prothèse grâce à cette augmentation du diamètre de la tête. Je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Bon, personne n'a de questions à poser?
Bon, mais écoutez, il me reste à remercier tous ceux qui sont venus se connecter pour participer à cette séance. Je pense que c'est quelque chose qui sera encore organisé sur d'autres sujets traitant la chirurgie de la main à l'avenir, et je vous invite à ce moment-là à venir nous rejoindre pour une nouvelle session ou plus idéalement en présentiel si le Covid nous laisse un peu tranquille. Merci beaucoup à tous.